Bon, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des web services, des API. Et j'ai choisi en fait le thème des gRPC parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de boîtes en fait qui commencé à travailler sur cette technologie-là. Même si c'est un peu récent, mais c'est pas très très récent, mais voilà. Ça commence à être développé et demandé dans les appels d'offres. Voilà. Je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui pour les gens qui n'ont jamais fait ça, qui savent que ça existe, mais ils savent pas comment ça marche. Voilà, c'est une initiation. On ne va pas aller vraiment dans les détails. C'est juste en fait pour comprendre comment ça marche, comment ça a été conçu. Voilà. Alors, on va commencer par voilà. Des sujets qu'on va en parler. Qu'est-ce que le gRPC? Le fonctionnement de gRPC, la comparaison entre gRPC et REST, dans quel cas le gRPC est utilisé. Voilà, les sujets en fait qui vont intéresser la majorité d'entre vous. Euh, on commence donc, qu'est-ce que le gRPC? Alors, le gRPC, c'est un système d'appel Remote Procedure Call. Euh, RPC, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le principe le modèle d'appel de procédure à distance. Ça se base en fait sur un système distribué, un appel en fait qui se produit, pour exécuter une opération sur un espace d'adressage différent. Ça, c'est le principe de base. Je vous ai mis un petit schéma en fait qui explique un petit peu le principe du RPC de base, qui est une technologie en fait qui date de très longtemps. Donc c'est une technologie en fait plus ou moins simple, client-serveur. Le client, il va lancer des appels en fait sous format qui vont être entrés dans un package et ensuite en fait ils vont être envoyés vers le serveur qui va les réceptionner, faire un impact et après récupérer en fait le contenu de l'appel. Et ensuite il va faire un retour. Pareil, sur le même schéma, en fait, package, envoi, et après unpack, réception, unpack et retour des valeurs. Donc ça, c'est le principe de base de RPC. Euh, la nouveauté, c'est que Google en fait a décidé en 2015 de revoir en fait cette technologie. Le G en fait sur gRPC, ça signifie Google, comme vous l'avez deviné, j'imagine. Et donc c'est vraiment Google qui l'a mis en place en fait cette nouvelle technologie. Mais même si aujourd'hui en fait on peut dire que c'est la Cloud Native Computing Foundation en fait qui prend en charge la diffusion et le développement de cette technique de communication. Puisque en fait aujourd'hui le gRPC c'est open source. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on utilise en fait dans la communauté et qu'on encourage en fait toutes les personnes qui sont intéressées ou qui peuvent en fait apporter une valeur ajoutée là-dessus. Voilà, c'est comme c'est toute technologie open source quoi. Ensuite, le fonctionnement du gRPC, comment ça marche vraiment? Donc le gRPC en fait il s'appuie sur deux briques techniques qui sont le protocole HTTP2 et pour le transport, et la sécurité TLS. Il propose bien sûr en fait des options qui sont déjà incluses en fait de base, comme l'authentification, la transmission dans les deux sens, c'est-à-dire le client et le serveur peuvent faire en fait du streaming, donc du flux ouvert, ou bien dans les deux sens. On a aussi le scaling, l'annulation, le système du retry, le timeout. Tout ça, en fait, c'est géré en fait, nativement par gRPC. Donc, c'est très intéressant pour pas mal de boîtes aujourd'hui qui ont un besoin en fait, très sévère par rapport en fait, à l'acheminement des données en fait, dans leur système d'information. Le gRPC, en fait, c'est un protocole à contrat. Cela rappellera, je pense,
aux gens en fait qu'ils ont fait dans le passé en fait des web Soap, services SOAP ou ouais. bien WCF. Ouais. Je pense que peut-être c'est des mauvais souvenirs, hein. Je Ah, sais pas. ça, je peux te le confirmer, effectivement. Ouais. Des fichiers XML WSDL. incompréhensibles par voie. Ouais, et voilà. Donc c'est vraiment parfois c'est chinois pour pas mal de monde. Donc cette fois, en fait, Google, ils ont essayé déjà d'avoir des interfaces qui sont décrites par un langage de description plus naturel, qu'on appelle en fait le protocole buffer, et qui va servir en fait à décrire les fichiers appelés protobuf. Donc d'où en fait le logo que vous voyez. Donc qui est moins ambitieux que WSF et il est nettement plus simple. Aussi, il faut pas oublier que protocole buffer en fait n'est en rien en fait de spécifique à gRPC. C'est-à-dire que en fait les protocoles buffer existaient déjà avant même en fait de mettre en place gRPC. Les protocoles buffer en fait Google les a en fait mis en place depuis 2001. Donc ouais, il y a pas mal d'années quand même. Et en fait, ce sont des fichiers en fait tout simplement qui vont être utilisés euh, c'est-à-dire à partir du protocole buffer, on va utiliser des fichiers qui sont ensuite transtypés. Transtypés, quand je dis transtypés, ça veut dire sérialisé ou désérialisé. Ça dépend du sens. Dans le logage de votre choix. C'est-à-dire, on peut utiliser du Java vers C Sharp ou bien je sais pas, du JSON vers XML, peu importe. Le côté client, en fait, le gRPC côté client est un service, comme côté serveur. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui, on peut dire que c'est un multi-plateforme. Voilà. On va aller un petit peu dans le fonctionnement. Donc là, je vous ai mis un petit schéma en fait qui va expliquer un petit peu le principe du protobuf. Donc, si on va utiliser en fait un serveur gRPC et un client gRPC, donc à gauche vous avez en fait le serveur, par exemple qui utilise le langage C Sharp, un client en fait qui utilise Java et un autre qui utilise Ruby. Donc ça c'est vraiment un cas typique, on va dire qu'on va avoir sur pas mal de boîtes. Donc côté service, on va implémenter ce contrat et on lance en fait le service gRPC qui va être capable de recevoir et de répondre en fait à ses clients. Et côté client, en fait, on va dialoguer avec ce service-là à travers en fait les stubs, comme c'est marqué sur le schéma gRPC, où c'est comme en fait on peut dire que c'est un client en fait gRPC. Bien sûr, selon le framework qui est utilisé. La notion en fait clé de protocole, de protocole buffer est la transmission de messages en fait. Donc tout se base sur les messages et tout passe par les messages. Les messages transmettent les données structurées et typées. Donc c'est un apport en fait par rapport à par exemple REST où on va utiliser que du JSON. De plus, on va avoir plusieurs comment dire. Donc en langage typé, ça veut dire en fait on peut vraiment utiliser en fait tout type en fait de paramètres qui est connu. On peut utiliser des int16, int32, on pourra utiliser des enums. Voilà, donc ça, c'est vraiment la valeur ajoutée par rapport à tout ce qui est API REST et avec JSON. Ensuite, quoi d'autre? Donc là, voilà, on va parler en fait des messages justement dont je t'ai parlé. Les messages, donc ça va être typiquement comme ce que j'ai mis sur l'écran. Donc ici, on va avoir Pardon, on a dit que en fait, les services sont définis par un contrat déclaré dans un fichier protobuf. Donc ça, c'est le fichier en fait dont on a parlé, qui va avoir en fait le nom du fichier, je sais pas, toto.proto. Donc l'extension c'est proto de ce fichier-là. Donc là, vous voyez qu'on est loin du SOAP, du WCF. Je pense pour n'importe quelle personne en fait qui connaît pas comment ça marche, il va comprendre un petit peu en fait de quoi il s'agit.
on peut en fait deviner facilement que la première ligne, voilà, là, ça c'est syntaxe proto 3 qui va indiquer en fait la version du proto. Ça, c'est obligatoire en fait d'avoir cette ligne-là. Ensuite, donc, on va définir un service API qu'on a nommé API. Dans ce service, on va définir une liste de méthodes RPC. Donc là, en revanche, on a la create unicorn qu'on va utiliser. Comment dire par la suite, on va définir en fait tout simplement les inputs et les outputs de la méthode. Donc, create unicorn request qui prend en entrée un, comment dire, un string name, donc comme vous voyez en bas. Et en sortie, en fait, on va avoir un objet unicorn qui va avoir un name et un color. Donc en utilisant là vous voyez qu'on utilise un enum qui s'appelle color. Donc là, c'est vraiment la possibilité d'utiliser des enums dans les appels. Donc vous voyez bien que create unicorn request et unicorn sont de type message. Donc c'est le même type pour les deux. Et donc ce message, en fait, il va exposer un champ name de type string dans les deux cas de toute façon. Et en fait, vous voyez qu'il y a un égal 1. En fait, le 1, il n'indique pas en fait une valeur. C'est pas la valeur en fait du champ. C'est pas une valeur par défaut. Il s'agit tout simplement en fait d'une valeur unique qui est assignée en fait à chaque champ. Donc, elle va permettre en fait d'identifier dans le message au format binaire échangé, pardon, entre le service et le client, l'unicité en fait de ce paramètre-là. C'est-à-dire que dans Unicorn, en fait, on va avoir un seul champ qui s'appelle name avec l'ID 1. Il faut voir en fait ça comme un ID, hein. Et 2, par exemple, c'est pour color. C'est vraiment pour identifier en fait et mettre l'accent en fait sur l'unicité de chaque champ. Voilà, et c'est ainsi en fait la façon de versionner les contrats dans gRPC. Donc, ce qui se passe ensuite, c'est que en fait, on va envoyer ce fichier-là que je vous ai montré dans le programme qui s'appelle ProtoC. Donc, le programme ProtoC, ce qu'il va faire, donc c'est une espèce de compilateur qui va prendre en fait le fichier et qui va nous sortir en fait du code en plein de langages possibles, là, comme vous voyez ici. Là, j'ai pas mis, j'ai pas, je vous ai mis quelques exemples, mais il y en a encore en plus en fait que ça. Il y en a beaucoup en fait qui sont supportés officiellement par gRPC, et après il y en a beaucoup d'autres en fait dans des projets open source en fait, qui ne sont pas officiellement utilisés quoi. Voilà. Donc là, un exemple de fichier automatiquement généré côté serveur. Donc là, c'est exemple serveur, voilà. Là, on a pris du JavaScript. Donc, j'espère que ça vous parle. Je pense que ça parle à la majorité d'entre vous. Mais on a pu en fait prendre autre langage, hein. Là, c'est juste qu'on a choisi JavaScript. Donc, première étape, on va importer le package gRPC, donc sur la première ligne. Donc, comme j'ai dit, hein, tout ça c'est généré automatiquement. On n'a rien écrit là-dessus. On importe en fait ensuite les deux packages qui sont au-dessous, pardon, qui sont automatiquement gérés, par exemple, pareil, les messages, les services. Ensuite, il faut implémenter notre méthode. Donc forcément, ça va pas être implémenté tout seul en fait. Donc il faut coder en fait la méthode create unicorn. Et après en fait, bah voilà, le reste en fait c'est déjà pré-rempli on va dire. Parce que vous voyez ici, on voit que dans le package message, il y a déjà un type unicorn qui est instancié. Et donc on peut faire un new directement dessus. Pareil, vous voyez aussi qu'il y a tous les setters, set name, set color, qui sont déjà prêts à être utilisés, qui sont déjà générés et qui vont vérifier à chaque fois le typage en fait de vos variables. Donc si j'essaie par exemple de mettre
un nombre en fait dans le set name, je pense que ça va cracher puisqu'il va pas aimer. Et sinon, on pourra setter en fait tous les variables de notre unicorn puis la retourner. Là, vous voyez que puisque c'est JavaScript en fait, donc il y a un système de callback qui va, voilà, sur la dernière ligne, il y a un callback. Mais puisque c'est asynchrone, tout simplement. Mais si c'était un autre langage, en fait, on va avoir un return, voilà, classique, quoi. Ensuite, on démarre notre serveur. Donc là, dans const server égale new gRPC server, on va démarrer notre serveur gRPC en enregistrant notre service qui est API service avec la méthode create unicorn à l'intérieur de ce serveur gRPC. Ensuite, on va faire un bind vers le port 8080 et après, on va faire un start du serveur. Là, ensuite, en fait, le serveur, il va s'occuper du reste, hein. Donc, il va s'occuper de tout ce qui est sérialisation des messages, la gestion des connexions, les timeouts, la gestion des retries. Il va tout faire, en fait, comme un grand. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, en fait, la valeur ajoutée sur cette partie-là. Donc plein de choses qui vont être gérées pour nous. On va juste en fait implémenter les méthodes. Tout simplement ici, en fait, là, ce qu'on doit faire ici, c'est juste implémenter en fait la create unicorn et tout le reste en fait va être géré. Côté client, donc côté client, c'est encore mieux. Là, on n'a presque plus rien à faire. On a récupéré en fait un API client, lui aussi qui est généré. On lui dit juste en fait, voilà, API client, connecte-toi au serveur qui est sur localhost 8080. On va créer en fait notre objet request, pareil, généré automatiquement. Donc on va faire tous les setters après et on va appeler directement en fait avec notre client la méthode create unicorn en lui passant l'objet request. Et dans la réponse, on va récupérer un objet unicorn. Donc c'est vraiment tout simple. L'idée, c'est que quand on va mettre en fait à jour notre proto, le fichier proto qu'on a vu au début, si on ajoute en fait par exemple des nouvelles méthodes, on ajoute des paramètres, un champ, peu importe, euh, il suffit en fait de régénérer en fait à partir de proto-C et ensuite en fait vous allez avoir en fait une nouvelle compilation et tout sera mis à jour automatiquement, quoi. Si jamais, par exemple, on fait un changement et qu'il y a potentiellement quelque chose qui casse, si par exemple un setter qui n'est plus, qui était supprimé en fait inconsciemment, voilà, on va tout de suite en fait le voir, donc, parce que le compilateur il va pas marcher, tout simplement. Surtout dans les langages typés. Donc peut-être pour JavaScript en fait, c'est peut-être moins. Mais voilà, dans les langages typés, en fait, le programme, il va pas compiler directement. Si on utilise C Sharp ou Java, on aura des erreurs de compilation, voilà, automatiquement, quoi. Là, je vous ai mis, bah, j'ai utilisé en fait un autre exemple, c'est-à-dire, puisque c'est multilangage, comme on a dit tout à l'heure, je peux écrire en fait un autre client en fait, dans un autre langage qui n'a rien à voir avec JavaScript. Donc là, j'ai choisi Go, par exemple, et du coup, en fait, ça marche quasiment de la même façon. Je crée une connexion localhost avec 8080. Je crée un client à partir de ma connexion. Donc, ça donne mon objet client. Et mon objet, en fait, j'ai une méthode qui s'appelle create unicorn, pareil, qui prend en paramètre une create unicorn request avec le name et qui m'en renvoie en fait une unicorn. Donc ça, c'est vraiment pratique pour les gens qui font, par exemple, des applications mobiles ou bien qu'ils décident en fait d'avoir un serveur, je sais pas, en JavaScript, en Ruby, en PHP, peu importe. Et puis en fait, après, il faut faire en fait du code en Java pour la partie Android par exemple et en Swift pour iOS. Donc dans ce cas-là, on peut en fait tout simplement, peu importe la technologie du serveur, générer des clients et pour les deux plateformes, tout pareil, en juste une seule ligne de commande. Et donc du coup, si jamais la config change,
si jamais une méthode qui a été mise à jour, en fait, donc il faut juste relancer la commande et on a tout de suite en fait de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées automatiquement. Donc c'est vraiment très pratique. Euh, on va faire une petite comparaison entre gRPC et REST. Donc là, j'ai mis un petit tableau en fait que je trouve qui est un peu qui est assez intéressant. Donc là, sur la première colonne, en fait, voilà, c'est les comparaisons qu'on va faire. Par exemple, ici, gRPC, le protocole, c'est HTTP2, qui est fast, donc rapide. Pour REST, c'est HTTP1, donc slow, moins rapide que gRPC. Sur la partie payload, donc on utilise protobuf, qui est binaire aussi. En fait, c'est l'information que j'ai pas précisée tout à l'heure, c'est que en fait, protobuf, il va utiliser en fait un message binaire par rapport à un message texte qui est utilisé sur la partie JSON. Donc protobuf, il va envoyer des messages binaires. Donc voilà, c'est plus petit et ça prend moins de ressources. Pour REST, donc il utilise JSON en format texte, donc c'est large. L'API contract, en fait, ou le contrat, sur la partie gRPC, c'est strict et c'est mandatory en fait, de respecter en fait, le contrat qui était saisi. Sur OpenAPI ou Swagger, en fait, voilà, on peut passer sans paramètres, voire faire des requêtes, voilà, comme ça. C'est pas vraiment en fait très très précis en fait comme les fichiers proto. La génération du code, donc c'est en built-in avec le proto-C que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour reste, en fait, c'est avec Swagger. La sécurité, c'est pareil, TLS, SSL. Et par contre, en fait, le streaming, c'est vraiment exclusif à gRPC. Donc on peut faire un streaming bidirectionnel, alors que en fait, sur Rest, c'est vraiment client-serveur. C'est tout quoi, en ligne. Donc c'est voilà, le client qui va demander au serveur des informations, tout simplement. Un petit souci sur les browsers, donc les navigateurs aujourd'hui, en fait, gRPC n'est pas ou n'était pas, je sais plus, en fait n'était pas pris en charge par la majorité des navigateurs, alors que reste, voilà, ça marche partout. Donc peut-être parfois il faut rajouter des plugins pour que ça marche. Mais voilà, en tout cas, c'est de l'air, à l'air en fait d'avancer. Et je pense d'ici en fait prochainement, ça sera en fait pris en charge par tous les navigateurs. Euh, quoi d'autre? Voilà, je pense qu'on a fait la comparaison. Donc, dans quel cas on va utiliser gRPC, pardon. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, là, la demande en fait, sur gRPC, c'est en croissance, on va dire. Et aussi, en fait, comme on l'a expliqué tout à l'heure par rapport à REST, gRPC, en fait, prend en charge plusieurs langages plusieurs langages de développement courant. Donc, si on a plusieurs parties prenantes avec des langages différents, ce sera très intéressant, en fait, pour les grandes boîtes d'avoir cette technologie-là. Donc, c'est un environnement multilingue. La vitesse aussi, l'efficacité et donc, c'est quelque chose en fait. Donc, là, on a dit le multilingue, la vitesse. Donc, c'est déjà deux atouts qui favorisent en fait l'utilisation de gRPC avec les outils mobiles déjà. Donc, tout ce qui est voilà pour la communication entre les applications. Donc, c'est très rapide. gRPC aussi, en fait, est particulièrement utilisé, en fait, pour assurer une communication interprocessus qui est efficace, en fait, au sein des architectures client-serveur distribuées et qui exige une faible latence en débit de transmission et la quantité de données, en fait, échangées. Euh, En fait, gRPC aussi, il est performant pour le streaming, donc avec HTTP2. La communication en temps réel, c'est quelque chose en fait qui est comment dire, qui est très efficace en fait quand on utilise HTTP2. Voilà, pour les besoins en fait où on a besoin d'informations tout de suite en temps réel, gRPC c'est la meilleure utilisation. Internet of Things ou bien Internet des objets.
Donc, ça bénéficie voilà, de procédés sobres et en ressources. Et donc, ça, c'est concentré sur la communication entre les clients et avec des faibles ressources. Donc, gRPC, c'est vraiment quelque chose qui est très efficace pour ce besoin-là. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, en fait, on utilise des messages binaires. Donc, c'est très petit, ça consomme pas beaucoup de ressources, c'est très rapide. Voilà, donc c'est une façon, en fait, de revoir les choses, si vous voulez et qui va en fait permettre en fait aux grandes boîtes ou aux petites boîtes de faire des évolutions qui sont conséquentes. Voilà. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin. Bah, je vous remercie pour votre attention et bah, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'ai une Bon, petite. Vas-y, Ahmed, vas-y. En fait, non, comment? je te laisse m'aider après. Ok, merci, merci Ahmed. En fait, merci déjà pour la présentation, Mohamed. C'était vraiment très intéressant. En fait, moi, j'ai juste une petite question. En fait, c'est pas une petite question, mais une petite précision, si tu pourrais me le dire. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que le gRPC, en fait, c'est une sorte, en fait, il est similaire au WebSocket et voilà, il prend, voilà, par exemple, le fonctionnement du SOAP. Est-ce qu'on pourrait dire que, en fait, quelle est la différence, par exemple, avec les WebSockets? En fait, franchement, ils ont vraiment revu en fait la façon de faire. Et comment dire, je, euh, en fait, c'est très différent en fait. En tout cas, pour moi personnellement, je pense que c'est différent de WebSocket. Et en fait, déjà l'architecture et le fait en fait d'avoir déjà les messages binaires, la façon d'utiliser en fait, pardon, de pouvoir en fait générer en plusieurs langages. Pour moi, en fait, c'est les grands atouts en fait, qu'on a ramenés sur le marché. Ouais, Et en fait, c'est ça en fait, qui intéresse surtout en fait, les grandes boîtes aujourd'hui. d'accord, d'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Si, si, en fait, effectivement, en fait, je vois que gRPC, effectivement, il a pris un peu voilà, le meilleur un peu des protocoles qui existent. Donc communication bidirectionnelle comme les WebSockets, le contrat comme le SOAP. Voilà, en fait, je pense que est-ce que j'ai bien compris déjà? ouais. Ouais, ouais, ouais. D'accord, Mais bah, pas que ouais. ça, hein. Mais Ouais. pas que. Voilà. Ouais, Il a ben, pris ouais. ça, mais voilà. Il n'y a pas que ça, en fait. Et En la fait, et on a possibilité, revu ouais. la façon de faire, quoi, tu vois. Et donc la possibilité de compiler en plusieurs langages cibles, c'est Exact. aussi intéressant, ouais. Oui, c'est bon, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Merci, Mehdi. Merci à toi, Mohamed. Ahmed, je pense qu'il y avait une question. Ouais, c'était plutôt une remarque en fait Ouais, concernant le diapo numéro 2. En ouais. fait, juste, je vais rebondir là-dessus. gRPC est un protocole. Bon, pour, pour la précision, n'est pas un Protocole. protocole en sens propre parce qu'il est, je dirais, une couche de la protocole en fait du protocole RPC qui est déjà fondé depuis les années 90. Ouais. Et là, en fait, avec l'abandon, en fait, comme si Google l'a fait renaître de ses cendres en ajoutant la couche de sécurité et tout ça. Ouais, oui, oui, oui. En fait, Euh, en fait, c'est un abus de langage, hein. C'est vrai que, en fait, c'est pas vraiment un protocole, mais en fait, en fait, ce qu'on a dit, comment dire, en fait, cette phrase-là, c'était juste pour dire qu'on se base sur les contrats. Voilà, c'était juste ça. En fait, je me suis mal exprimé, hein, mais oui, c'est pas vraiment un protocole. C'est vrai. une seule couche, voilà. Pour, Merci pour la précision, en tout cas, Ahmed, hein. avec plaisir. Juste notre information pour Ouais, Mehdi. En fait, le gRPC, c'est généralement côté communication côté serveur-serveur, ce qui n'est pas le cas pour le WebSocket. Oui, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai c'est vrai. aussi. Merci, Ahmed, En fait, j'avais oublié ce point. Merci. Merci, Ahmed. Bien vu. Plaisir. Merci pour la presse. De rien. Je sais pas si on a d'autres personnes qui veulent poser des Ouais, ouais, questions. ouais. Mohamed, c'est bien. Bravo pour ta présentation. Désolé, je suis arrivé un peu en retard parce que il fallait que j'arrive d'abord chez moi.
Déjà, bravo encore pour la présentation. Du coup, j'ai une question. Est-ce que, comme ça, pendant ta recherche, tu as vu quelques produits célèbres comme ça conçus autour du framework gRPC? C'est-à-dire des produits connus, tu veux dire, qui Oui, utilisent ouais. gRPC? Franchement, non, j'ai pas rentré voilà, dans ce type de recherche. Mais Je pense je pense que, pardon, Netflix, je pense qu'il utilisait aujourd'hui du Oui. gRPC pour son streaming. c'est vrai? D'accord, Mhm. je savais pas. Oui, peut-être il y a ça aussi. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on parlait du streaming, c'est forcément qu'on pense à Netflix directement. Oui, peut-être c'est ça en fait. Mais je me suis pas posé la question en tout cas. Mhm. Ah, ok, en tout cas, c'est vraiment cool. J'avais très hâte de participer à ces meet-ups parce que dans l'une de mes missions précédentes, quelqu'un me posait la question de savoir, lorsqu'on fait du Terraform, comment est-ce que Terraform communiquait avec un cloud provider pour lui demander les ordres. Et sur le coup, on s'était un peu posé la question et quelqu'un nous avait dit que c'était du gRPC. Ouais. Et j'avais commencé un peu à gratter à cette époque-là sans vraiment rentrer dans le détail. Bon, Oui, avec, bah, quand tu as mais annoncé en ton fait, meet-up. gRPC en fait, il a pris de l'ampleur surtout depuis, on va dire depuis le Covid à peu près, hein. 2019, un truc comme ça en fait. Ça a vraiment pris la cote, on va dire. Mhm, Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, au début du meet-up, en fait, aujourd'hui, moi, je regarde, en tout cas, il y a pas mal de clients, en fait, qui demandent ça comme compétence mhm, dans les appels d'offres, quoi. Donc, ça commence mhm. à être, voilà, quelque chose qui est très, très demandé. Ok. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour nous avoir partagé et surtout pour nous avoir attiré notre attention là-dessus. Quand on va regarder gRPC, lorsqu'on va gRPC dans un doc, on se Ouais. dit, ah oui, il faudrait se pencher dessus un peu plus sérieusement. Mais c'est la même réflexion que j'ai eue, hein. Mm. Ouais, parce que c'est plus le truc, c'est passé à côté et c'est lunaire. Exactement. Exactement. Ça devient du concret. Merci beaucoup. Juste Merci à toi. une dernière remarque, j'ai partagé avec vous en fait un lien